Emine. Oui, je pense, oui, c'est mon Il y a Shraf qui demande. Ah oui. On voit ici, on l'entend. Je crois que pas. Une seconde. Tac, 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 chef. Voilà. Je viens t'ajouter, chef. Oui, Amine, t'as senti toi? Oui, exactement. Donc, je crois que... Avant d'avancer, s'il te plaît, vérifie le partage de la screen. Voilà, je crois que ça commence le live. D'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ça, HLBetcom يا جماعة. Et salut, مرحبا بكم donc في le programme مشروعي في 7 أيام 7 ليالي. En fait, comme son nom l'indique, ça sera 7 webinaires pour de cette formation ou cet témoignage ou à titre d'information. Donc, de l'ideation jusqu'à la levée de fonds. Donc, on va passer par différentes étapes du business model canvas. On va passer aussi par la partie incubation, accélération, Startup Act, la création juridique de l'entreprise, etc. Voilà, donc Startup Grind Source en partenariat avec Hive 12 Coworking Space. Donc, nous sommes là derrière l'organisation. Donc, on remercie beaucoup les invités qui sont معنا ou موجودين معنا déjà. Donc, je veux juste rapidement parler de Startup Grind, le concept. Donc, en fait, c'est la plus grande communauté d'entrepreneurs dans le monde. بديت في Silicon Valley en 2010. Voilà, t'as موجودة في plus que 125 pays avec plus de 600 chapitres dans différentes villes. Et voilà, l'objectif, c'est d'éduquer et d'inspirer les entrepreneurs dans une région afin de faire des partenariats. Donc, c'est des événements mensuels, ils clament autour d'un événement avec un invité. Donc, c'est plutôt ça le concept de Startup Grind. Vous pouvez voir ça donc, sur notre site startupgrind.com-sous. Et je pense, voilà, c'est clair. Je ne sais pas si Shraf l'avant ça. Bonsoir, صح شلبتكم. مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا اليوم في أول سواري من مشروعك في 7 أيام و7 ليالي. Donc j'espère bien تعدوا 7 أيام الجايين باهين على الآخر بيتو 6 اليوم أول واحد. ميرسي أمين على الهوستينغ ليفنت هذايا وعلى الفور اللي عملته معايا. وسي ان غران ميرسي للانفيتي نتاعنا اللي نحبها برشا برشا اللي هي إيمان جاني. وإن شاء الله نعديو سواري تحفونا. Ok, donc d'accord, donc voilà, اليوم معنا Madame Imen Jenny, هي co-founder de We Improve, qui est consultante en innovation management, en business design. وخليها هي دي تحكي لكم أكثر par rapport à ça. Et voilà, bonne soirée et bon webinaire. Merci Emine, merci Shraf pour l'invitation. صح شربتكم الناس الكل. J'espère que الناس الكل يفهموا بالعربي, donc on pourra échanger en بالعربي ou بالفرنسي. Comme on sait très bien le faire في تونس. Donc j'espère que Ramadan عامل مليح معاكم. Alors, moi, c'est Imen Geni, donc qui m'appelle Emine. J'ai fondé mon cabinet de consulting et de formation We Improve il y a 2 ans. Et je suis essentiellement une consultante et formatrice en innovation management, en entrepreneuriat, en design thinking. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les individus et les organisations pour créer des solutions de management et d'entrepreneuriat qui soient innovantes et surtout qui soient centrées sur l'humain. Donc, voilà, en gros, ce soir, ce qu'on a prévu, c'est de parler du business design.
qui est un concept assez Imen, je pense micro avec trace. d'accord. Donc, dans l'entrepreneuriat et dans la création de business. Donc, voilà, au programme, ça va être à peu près 1 heure. Où on va parler de ce concept, essayer de le développer ensemble. Et après, il y aura une petite discussion pour ouvrir un peu les horizons, comme on dit toujours. Voilà. Donc voilà, on va commencer. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Et donc, on va parler, comme on a dit, de business design thinking. Mais avant ça, c'est vrai qu'on est online et qu'on n'a pas vraiment de proximité. Mais moi, je ne peux pas, en tout cas. Et Sheraf me connaît très bien. Il faut absolument que je crée un peu des liens avec les participants. Ce webinaire, on le veut un peu interactif. Donc, n'hésitez pas à interagir, à envoyer des messages, etc. Donc, voilà. Ce que je vous demande, c'est d'abord d'aller sur le site menti.com. Vous avez des smartphones, vous avez des PC? Donc, vous allez sur menti.com et vous mettez le numéro 48 90 33. Émile, juste une question. Les participants peuvent ouvrir leur micro pour dire s'ils ont un... En fait, je crois qu'il faut juste lever la main et là, je peux leur donner l'accès de parler. D'accord, ok. Si jamais quelqu'un n'arrive pas à se connecter ou quoi, donc au moins, on le saura. Amine, merci de partager le code في le chat. Le code, c'est 48 90 33. D'accord. Voilà. Alors, vous allez avoir... Je vais aller vérifier s'il y a des gens qui se sont connectés. Alors, je n'ai personne qui est connecté. 0 personne. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez besoin de quoi que ce soit pour qu'on puisse vous aider. Alors, il faut aller sur menti.com et mettre le code 48 90 33. Donc, je crois qu'on a des questions, Imen. Donc, Oui. on va commencer par Feb puis Monet. D'accord. Salut. 3 personnes. Donc, ça va. Il y a des gens qui arrivent. C'est bon. C'est bon. Oui. العسلامة صح شفتكم صحة. جست حبيت نقول أنا فما شكون هوني ومات فما بريزونس. مرحبا. Alors, ici, j'ai 4 personnes. Donc, s'il y a d'autres personnes qui peuvent joindre. Alors, et la question, c'est quoi une start-up pour vous? Donc, dans les réponses, j'ai jeune entreprise, j'ai une entreprise innovante, j'ai bêta, j'ai la notion de croissance rapide, on a aussi nouvelles technologies et on a aussi health-matic, idée innovante, oui. Il y a aussi la notion de créativité
C'est une entreprise, oui, aussi, forcément. Et j'ai aussi, donc, petit budget. Oui, aussi, cette notion de budget, elle est très importante. C'est quelque chose qui répond à un besoin aussi. Ça, c'est vrai. Donc, croissance rapide à fort potentiel, a high potential idea. Oui, donc c'est une idée qui a un fort potentiel. Technologie, forte croissance. C'est une aventure, oui. Je suis d'accord avec celui qui a dit c'est une aventure. Digital aussi, c'est une notion assez intéressante et assez présente dans le domaine de start-up. Nice. Déjà, le public a pas mal de choses en commun. Donc, surtout l'innovation, les jeunes entreprises qui se répètent, les budgets et la croissance rapide. Et la notion de technologie qui sont très présentes ici dans vos réponses. OK, cool. Alors, on passe à la question suivante. Alors, juste ça d'ici. Voilà. Donc, la question suivante, c'est où en êtes-vous dans le processus d'entrepreneuriat? Est-ce que vous êtes au stade d'idée? Est-ce que vous êtes au stade de MVP, Minimum Viable Product, ou vous êtes dans la levée de fonds? Vous attaquez l'étape de growth ou vous réfléchissez encore? Donc là, on a 3 personnes qui réfléchissent encore. Il y en a 4 qui sont dans le stade d'idée. Il y en a un qui est en croissance, 1 sur la levée de fonds, 2 qui sont dans la phase MVP. Et donc, je compte un peu pour savoir si tout le monde a répondu. Alors, on a une concurrence entre je réfléchis encore et, et dans le stade d'idée. Et c'est ex aequo. Cool, on a déjà pas mal, enfin, il y a de tout dans l'audience, ça c'est bien. Mais on a une prédominance de personnes qui réfléchissent encore et ceux qui sont dans le stade d'idée. Et à ex aequo, des personnes qui sont dans la phase de levée de fonds, comme Adela comme levée de fonds, et dans la phase de growth, là où on grandit. Et 3 sont dans la phase de MVP. Very nice. Donc, on a vraiment un public qui est assez mélangé et c'est super intéressant de voir ça. Alors, je vais juste lire des messages qui arrivent. OK, super. OK. Alors, je passe à la question suivante. Why startup fail? Pourquoi les startups ne réussissent pas? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a financial, not scalable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui peut grandir. C'est la phase de test. Innovation, sometimes innovation fail. Co-founders break up. Oui, ça arrive ça. Des fois, Hamza, c'est une cause de l'échec de la startup. C'est manque d'études, en fait, il n'y a pas d'études qui a été faite. Le manque d'expérience aussi, c'est une cause de l'échec des startups. Il n'y a pas de business plan.
un manque de coaching, donc big expectations. Oui, des fois on s'attend à beaucoup de choses de la start-up, mais on se heurte à une réalité différente et du coup on baisse les bras. Ici, donc, management. Yeah. Oui, parce qu'une start-up aussi a besoin d'être gérée. Et quand il n'y a pas assez de management ou un management qui n'est pas efficace, bah, ça peut vraiment... l'aventure peut se terminer très vite. J'ai des messages comme quoi le market aussi, le marché n'est pas très étendu. Business model unchanged, c'est-à-dire qu'on ne change pas le business model. Nice. Finance et finance qui se répètent toujours. Cool. Il y a toutes ces raisons et bien d'autres aussi qui font que les startups échouent. On pourra faire une très très grande liste, mais de toute façon, quelle que soit la raison, le résultat est le même en fait. On a vraiment un échec et ça c'est pas du tout sympa. Alors, donc, c'est déjà pas mal. On a pas mal d'interactions par rapport à ça et je sais que avec ces questions, j'ai pu comprendre que vous en savez des choses sur le domaine des startups et ça c'est bien. En tout cas, pour les gens qui sont dans la phase d'idée ou qui réfléchissent encore, c'est bien de développer des idées par rapport au monde de l'entrepreneuriat, de start-up, pour se préparer un peu à ce qui nous attend par la suite. Donc voilà, par rapport à ces petites questions que j'ai posées au début. Alors, en général, quand on lance un business, ça se passe globalement comme ça. Au début, on est submergé par cette question d'idée de projet. Vous savez, on a une idée, on est vraiment submergé par cette idée. Je veux lancer mon projet, on y réfléchit tout le temps et ça c'est bien. Par la suite, on discute avec nos équipes ou nos partenaires ou auprès des incubateurs ou avec des coachs, whatever, et on en discute. Vous savez, moi, par exemple, avant de lancer mon projet de cabinet de formation et de consulting, donc cette idée me travaillait beaucoup dans la tête et donc j'allais en parler à différentes personnes, à l'espace entreprendre, au centre d'affaires, à des amis, etc. Et au fur et à mesure que j'en parle, ça devient frustrant. Les gens me disent, mais ça ne va pas, tu vas parler de management. Les entreprises ne savent même pas ce que ça veut dire management, et encore moins de l'innovation, et encore moins de la formation. Et la formation, c'est has-been, laisse tomber, les consultants sont mal payés, etc. Donc, au fur et à mesure que j'en parle, ça devenait frustrant pour moi. Et je connais beaucoup d'exemples qui sont dans ce mindset-là. Après, avec cette frustration, on devient impliqué dans un projet. On se dit, voilà, mon projet va être brillant et va exploser. Donc, vraiment, on est dedans et tout ce qu'on veut, c'est que notre projet ou notre idée soit brillante et que ça va vraiment faire boum, ça va exploser, ça va vraiment être l'innovation dont personne n'a pu faire auparavant. Mais au bout d'un moment, comme on l'a dit tout à l'heure, les startups surtout échouent et on est déçu par l'échec de notre brillante idée. On se rend compte que notre brillante idée n'était pas aussi brillante que ça. Généralement, pourquoi je dis comment ça se passe en général? Parce que c'est le journey de beaucoup de startups qui se lancent et qui échouent. D'ailleurs, les statistiques le montrent, 70% des startups échouent au bout de 2 ans maximum. Donc,
c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on a voulu commencer notre Sabaïe, mais Sabaïe pour lancer sa startup par quelque chose de différent, qui est le business design. Donc en fait, comment réfléchir au design de son affaire, de son business. Et pour vous parler de ça, moi j'ai choisi de vous parler d'un cas réel d'une entreprise qui s'appelle YouMotive. C'est une start-up anglaise qui a justement utilisé cette approche de business design thinking. Et pour illustrer ce principe, parce que moi je crois toujours, je ne crois pas dans l'abstrait, je crois dans la pratique. Et c'est aussi le mindset de design. Le design, it's about doing, not just about thinking. Donc, YouMotive est une start-up qui a été fondée en 2012 par Bruce Hellman. C'est un Anglais. En fait, il a lancé cette start-up parce que il a commencé, quand il a eu son enfant, à suivre un peu son sommeil. Et il a compris que, en fait, l'état de sommeil avait une grande influence sur son comportement et sur son état de santé. Donc, l'idée, pour lui, c'était de donner aux patients la possibilité de partager leur état, donc fatigue, humeur, sommeil, etc., avec leur médecin, dans le but d'avoir une meilleure interaction avec leur médecin et un meilleur suivi de leur médication, etc. Donc, cette start-up, elle a été nommée parmi l'une des 50 start-up en UK qui était scalable. C'est-à-dire qu'on lui prédictait un avenir très brillant en matière de scalabilité, etc., en Angleterre. En fait, le truc, c'est que le gars qui l'a lancé, Hellman, il s'est lancé un challenge et il s'est dit comment je vais aider ma start-up qui travaille dans le digital healthcare pour grandir. Et pour ça, il a appliqué, comment dire, il a en fait déposé sa candidature, la candidature de sa start-up, dans le programme IGO Europe's First Startup in Residence. C'est-à-dire que c'est comme un incubateur, un accélérateur. C'est un programme de 3 mois qui vise à accélérer les startups en utilisant le process de design thinking. Donc, il a envoyé sa candidature et il a été retenu. Et donc, le challenge pour lui, c'était de vraiment permettre à sa startup de grandir. Donc, il a fait ça après 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait l'application. Cette application, elle a été utilisée par des hôpitaux, par des patients. Mais comme, en fait, il n'arrivait pas à accélérer le growth, donc il s'est inscrit dans ce programme-là. Donc, ce qu'il a fait, donc ils se sont installés carrément chez IDEO London. Donc, IDEO, c'est une entreprise qui est vraiment spécialisée dans le design thinking. C'est eux d'ailleurs qui ont mis en place tous les principes liés au design thinking. Et donc la startup est allée séjourner chez IDEO London et a travaillé en étroite collaboration avec une équipe de concepteurs, d'interaction, d'affaires, de communication et de chercheurs en design pour explorer tous les aspects de l'entreprise. Donc, voilà, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, qui les a accompagnés pendant ces 3 mois pour explorer tous les aspects de l'entreprise, de la start-up. Donc, ici, l'équipe a commencé tout d'abord par faire de l'observation. Et dans les observations qu'ils ont fait, ils ont fait 2 principales observations qui sont: la première, c'est que malgré le fort potentiel
de la start-up, du motif, l'offre est très diversifiée. En fait, ils ont beaucoup de produits. Ils ont beaucoup de features dans leur application. Et en fait, c'est juste qu'ils ont beaucoup de produits et de services qu'ils proposent. Et en fait, ils sont allés dans la phase d'observation et aussi ils ont interviewé tous les soignants, les médecins, les infirmiers, les kinés. Ils ont aussi interviewé les patients qui utilisent cette application et aussi les collaborateurs de la start-up. Donc, ce qu'ils ont fait, cette équipe, c'est que d'abord, ils se sont dit, OK, vous voulez accélérer le scale de la start-up? Nice, on va le faire. Mais avant tout, on va regarder comment se passent les choses actuellement. Donc, et en regardant ça, ils se sont dit, voilà, on a deux constats, deux observations très intéressantes. C'est que l'offre est très diversifiée et on va récolter des informations de la part de tous les utilisateurs de l'application, notamment les collaborateurs de la startup. Donc, après la phase d'observation, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont sorti deux insights principaux. Donc, en fait, je vous explique un peu cette histoire d'insight. Une observation, c'est ce qu'on voit. On a vu que il y a une offre très diversifiée. On a récolté des informations de la part des soignants, des patients et des collaborateurs. L'insight, en fait, c'est ce qu'on comprend derrière ce qu'on a observé. Et donc, les insights qu'ils ont eus, c'est que, premièrement, la diversification de l'offre fragmente les résultats. Donc, en fait, tellement il y a des offres et des features dans l'application que les résultats sont fragmentés. On ne sait pas qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce qui marche le moins. Il n'y a aucun moyen de savoir où aller travailler le plus. Et aussi, ils ont découvert que l'application permet juste de faire un simple suivi des symptômes pour les personnes malades. Donc, en fait, c'est juste de faire du suivi. Donc, elle n'apporte pas vraiment une grande valeur ajoutée, ni aux patients, ni au personnel soignant. Et du coup, là, ils se sont dit, voilà, maintenant, on sait sur quoi se concentrer. Donc, après avoir observé, récolté des insights, ils se sont dit, voilà, ça, c'est des informations pertinentes et intéressantes. Ils se sont dit, maintenant, on va se concentrer sur deux choses. La première des choses, c'est de réduire les ventes de 14 branches à seulement 2 branches, qui sont l'oncologie et la cardiologie. En fait, l'application, au début, elle était ouverte à tous les types de patients, quelle que soit leur maladie ou leur pathologie. Tout le monde, tant que tu es malade, tu peux utiliser l'application. Mais là, en fait, dans cette phase de focus et de cadrage, ils se sont dit que ça ne sert à rien de garder 14 branches, mais il faut plutôt se concentrer sur 2 seules branches qui sont l'oncologie, qui est la spécialité liée à tout ce qui est cancer, et la cardiologie, qui est la spécialité liée aux maladies du cœur. La deuxième chose, c'est en fait de faire un switch de quantified self, c'est-à-dire que des quantités d'informations, to qualified self, c'est-à-dire on va se concentrer sur la qualité d'informations que le patient ou que le personnel soignant récolte de l'application et non sur la quantité d'informations. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une concentration sur 2 choses essentielles et qu'on a récoltées depuis la phase d'observation. Donc, l'idée, en fait, c'était de créer une interface qui répond à la réalité des soins pour une équipe de soignants. Parce qu'au début, cette application, elle était plutôt utilisée par le patient et le médecin. Mais en fait, la réalité des soins fait que dans cette approche de soins, de healthcare, il n'y a pas que le médecin et le patient qui sont impliqués, mais plutôt toute une équipe de soignants. C'est-à-dire qu'il y a les kinés,
l'infirmière, l'aide-soignant, le médecin, etc. et le patient et aussi sa famille qui sont impliqués dans cette opération de soins. Et du coup, donc l'interface va devenir pluri-utilisateur, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs autres intervenants qui vont utiliser cette application. Donc, vous voyez, ils ont fait plusieurs interfaces. Donc, ça, c'est dans la phase de prototypage. Et ils ont prototypé ces interfaces. Ils ont donné ces interfaces pour le patient, pour le tester, pour le médecin, etc., etc. Et pour pouvoir récolter donc, les feedbacks de chaque utilisateur de l'application. Et en fait, après, l'application est devenue non pas juste un moyen de récolter des informations, mais elle est devenue une plateforme qui capture des informations que les patients love to use, c'est-à-dire aiment utiliser. Et ça, en fait, c'est toute l'approche human-centered du design, c'est-à-dire qu'on se concentre sur l'utilisateur de l'application, qui est le patient. Et les patients aiment utiliser cette application. Et en fait, donc, les patients actuellement deviennent juste, ils se disent, mais comment je gérais ma maladie sans cette application? Donc, en fait, c'était devenu quelque chose d'indispensable dans leur vie et ils ne peuvent, à la limite, ils ne peuvent plus s'en passer. Ils se disent, mais comment on faisait auparavant? Donc en fait, l'idée ici, c'était de partir d'un challenge qui est le growth à proposer carrément un nouveau modèle, un changement de stratégie, un recentrage de l'activité autour de nouveaux éléments. L'idée, d'abord, au début, était juste de récolter des informations pour améliorer la communication entre le patient et le médecin. Aujourd'hui, l'application est devenue quelque chose qui vraiment aide et améliore tout le processus de soins et qui est utile pour le patient et aussi pour les autres intervenants du processus de soins. Et donc, on est parti d'un challenge de growth vers vraiment un changement de stratégie. Et cette stratégie, elle est devenue centrée autour du client final, qui est le patient, afin d'améliorer carrément son expérience d'utilisation. Et ça, en fait, c'est toute l'approche business design. C'est-à-dire que toute l'approche business design, elle est basée sur le fait que ça soit centré sur l'utilisateur final et comment trouver le moyen d'améliorer l'expérience d'utilisateur. Donc, après cette expérience, ça c'est le témoignage du fondateur. Il dit that we aim to be at the forefront of this inevitable shift. C'est-à-dire que le shift a été inévitable en utilisant le design thinking to put people at the center of their care, improving quality of life, treatment outcome and healthcare experience. C'est-à-dire que en fait, en utilisant le design thinking et mettre les patients, les utilisateurs au centre de leur expérience de healthcare. Et en fait, ça a complètement bouleversé le business model, le mindset de la startup. Et c'est ça l'apport ou toute la valeur ajoutée de business design par rapport à d'autres approches qui sont axées sur le gain ou sur la stratégie ou autre. OK, jusque-là? Alors, ici, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous retenez de ce use case, ce cas de start-up? Vous pouvez demander, lever la main pour demander qu'on
on réactive votre micro ou vous pouvez envoyer des messages. Shraf, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Si tu es encore là. Oui, je suis là avec toi. Qu'est-ce que tu retiens? Donc pour moi, oui, tu sais bien que j'adore le concept نتاع human centered design. معناها أكثر حاجة هي l'empathie مع العبد وكيفاش معناها تشوف شنو الحاجات اللي تقلقه، الحاجات اللي تخليه فرحان، الحاجات اللي تخليه vraiment il a besoin باش يستعمل معاش الابليكاسيون نتاعك ولا البلاتفورم نتاعك. دونك هنا معناها الكونسيبت بالرسمي il est très original وحتى كي طلع حسيته أنا زاد في البورسنتاج نتاع السكسي بيتيتر دون ستارت اب. معناها قبل ما كناش نخدموا بها، توا كي تبدل المايند سيت je pense ça va influencer réellement le mindset des entrepreneurs ويوليو يخموا اكثر معناها. دونك ça va peut-être minimiser le risque نتاع الفيل نتاع ستارت اب. هذا رايي. Oui. Je connais, il va ajouter quelque chose. Imen. Juste, voilà, donc il y a des personnes qui veulent poser des questions. Et là, juste, j'ai une petite hack à recommandation. Voilà, c'est que personnellement, qui n'a une idée, voilà, à mon avis, il est conseillé de trouver tout d'abord un client pilote pour développer la solution en fonction du besoin de son client. Il ne faut pas développer la solution dans son مسكر على روحك وبعد تلوج les clients. Donc il vaut mieux تكون من الاول باش حتى les itérations نتاعك الاولانيين déjà يكونوا قراب برشا من le besoin réel. Voilà. Oui, donc il y a des questions. Et en fait, et ça donne l'occasion de prototyper. Une fois on a un client pilote ou un petit échantillon, on peut vraiment prototyper pour avoir des retours. Comme ils ont fait eux, ils ont prototypé des interfaces et ils ont donné aux différents utilisateurs ces interfaces pour les tester, les utiliser et récupérer des feedbacks pour voir un peu qu'est-ce qui marche moins bien, etc. et pouvoir affiner. Parce que justement, ce qui compte le plus dans ce process de design, de business design, c'est d'abord l'observation. C'est de commencer par observer les utilisateurs, de 1. Et aussi, c'est la notion de prototypage qui est très importante parce que si on se dit, voilà, j'ai observé, j'ai des informations, je vais directement me lancer, là, c'est aller se casser la figure directement. Mais le prototypage, c'est de se dire, voilà, on va y aller, on va aller progressivement, mais juste très rapidement, on prototype avec les moyens de bord, on récupère des feedbacks. Je pense que dans les conversations, on a quelques questions. Alors, donc il y a Wafé qui dit, je pense qu'il faut avoir un portefeuille clientèle, un réseau pour analyser leurs besoins et préparer par la suite le business design et on va segmenter leurs besoins. Certes, il faut avoir pas un portefeuille, mais au moins connaître à qui notre idée, elle s'adresse à qui. En fait, pour pouvoir analyser justement les besoins, observer, faire des interviews, faire des recherches, etc. Et aussi pour pouvoir prototyper très rapidement. Donc, le design thinking est une approche de l'innovation centrée sur l'utilisateur, c'est ça, oui. C'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain et centrée sur le user. C'est-à-dire que on part de l'utilisateur pour finir chez l'utilisateur. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait pour des utilisateurs qui vont l'utiliser. On ne fait pas des idées, on design rien pour comme ça dans l'absolu. En fait. Voilà, j'ai une idée superbe, je vais la designer après. Bon, il va l'utiliser, je ne sais pas. Non, en fait, on se concentre sur nos utilisateurs. Après, on réfléchit. Voilà, donc je vais juste te dire quelques autres questions. Voilà, il y a Monet qui demande la parole, Imen. Oui. Donc, Monet, voilà. Monet, on t'écoute. عسلامة. Oui. En fait صح شي بنات تسمع فيا معناها
Oui. Ok, انت سألتنا juste qu'est-ce qu'on a retenu. حبيت اقول لك j'ai retenu deux choses اللي parfois l'idée لازمها مش لازم تكون عامة جدا، نجم معناها كيما هما حطوا دو سيجمون كهوت اللي هو بين معناها الكارديولوجي ونسيتها L'oncologie. فوالا، ولازمها تكون معناها نتلاهيو لا كاليتي ميو كو لا كونتيتي. En plus l'idée لازمها تكون adaptée للبوزوان نتاع المارشي اللي انت اخترته. ما تنجمش تقول ما تنجمش تعمل une idée sans avoir des clients ciblés. معناها ما تنجمش نعرفش كان فهمت من هذيك Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est pas par rapport aux besoins, mais tout du moins, parce que nous, on se dit, les utilisateurs ne connaissent pas leurs besoins. Mais, en fait, on serait capable de définir leurs besoins, mais en moins, la première des choses, c'est de connaître quels sont les utilisateurs. Une fois on a déterminé qui seront les utilisateurs, on sera capable de connaître leurs besoins, leurs pain points, ce qui leur fait plaisir, et on pourra leur offrir des solutions qui s'adaptent à ça. Mais la première des premières choses, c'est de se dire, mais pour qui on va designer et c'est quoi la démarche. Vous voyez ? Voilà. Donc, moi, je vais enchaîner. Par, en fait, vous expliquer un peu ce que c'est comment se passe le process de business design. Alors, en fait, dans le business classique, dans le business thinking, généralement, on a des problèmes. Vous savez, comme on dit, hein, chaque entreprise ou chaque start-up va apporter des solutions, une solution à des problèmes. Oui. Mais c'est juste, Femme a une question. Ah, d'accord. Ok, pardon. Je l'ai pas vu. Fatma Malek qui veut intervenir. Donc, juste Fama, une question de Fatma. Oui. Si le projet ne peut pas être prototypé, par exemple, d'un bureau d'études, etc. Si le projet ne peut pas être prototypé. Alors, il me faut plus d'informations. Mais en fait, dans le design, on peut tout prototyper. Et le prototype, c'est l'une des pierres angulaires du design. C'est-à-dire que sans prototype, on ne peut pas aller plus loin dans notre approche. Par exemple, je vais vous donner un exemple justement de cette même boîte IDEO qui ont travaillé avec une marque de vêtements en Asie qui avait du mal à booster ses ventes, etc. Et ils sont allés, ils ont observé les utilisateurs. Et en fait, ils ont compris qu'il y a différents... En fait, les utilisateurs n'achètent pas beaucoup de vêtements pour plusieurs raisons. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont des problèmes avec leurs apparences, parce qu'en fait, ils ont trouvé plusieurs raisons. Et en fait, ils se sont dit, pour chaque raison, c'est vraiment un user à part. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas le temps de changer sa garde-robe, c'est vraiment un utilisateur. Et l'autre qui a des problèmes avec son image, c'est vraiment un autre utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prototypé des offres. Ils ont envoyé des offres à différents types à ces différents personas qu'ils ont dressés, juste pour pouvoir valider leurs hypothèses. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils ont découvert que il y avait carrément d'autres utilisateurs qui n'ont pas pris en compte. Ils ont découvert de nouveaux utilisateurs. Ils ont découvert que aussi les hommes étaient sensibles à ces messages qu'ils leur ont envoyés. Donc, en fait, le prototypage, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de valider ou pas notre idée. Parce qu'on ne peut jamais dire que notre idée est la bonne sans l'avoir testée. Et pour la tester, il faut un prototype. Donc, je comprends qu'il y a des produits ou des services qui sont plus difficiles à prototyper que d'autres, mais en fait, avec ce mindset de design, on va être capable de prototyper très rapidement
et avec les moyens de bord. C'est-à-dire qu'on va se creuser la tête pour trouver un moyen qui va nous permettre de prototyper très rapidement et d'une façon très low cost. Est-ce que ça répond à ta question? Voilà, donc نعطيو كلمة الملك. Oui. الملك. عسلامة صح شريبتكم. عسلامة. ميرسي على البريزونطاسيون. جست حبيت نعمل رمارك صغيرة. دوك احنا اشاك فوا باش نعملوا اوبسيرفاسيون والا يبداو عندنا هكا دي انفورماسيون ولا دي رمارك ابروبو ما نعرفش انا الدومين نتاعنا السوسيتي اللي عايشين فيها لونفيرونمون من عائلتنا من احنا لي بروبليم نتاعنا دوكو كيف تجينا الفكره كيف تجينا الايدي هكا معناها تدخل لمخنا وتعجبنا على الاخر ونمنوا بها ومعناها نوليو امورو باليدي نتاعنا لدرجه اللي نولينا نغيروا وما عادش نحبوا نغيروا عليها ما عادش نحبوا نبدلوها ونشدوا صحيح نقولوا لي هذيك دونك انا تغرمت بفكرتي وفكرتي محليها ومعنيش ما نحبش نسمع حتى فيدباك خايب عليها يخليني انا باش نبدلها ولا نغيرها اوركولي يلزم كي تجي ليدي مخاخنا نحطوها معناها تحت التيست نتاع العباد اللي باش تستعملها خاطر اون فان كونت ليدي نتاعك مش انت الوحيد باش تستعملها ماهيش ان اوبجي شريته باش تحطه في الدار وتستعمله انت اكاهو هذايا يلزم يوصل اكثر عباد ويقنع اكثر عباد كيفاش باش يقنع العباد يلزم يمسهم في البروبليم تاعهم في مشكلتهم هما يحسوا اللي باش يحللهم مشكلتهم وكيفاش باش يعرفوا هكاك الا ما يتستيو ويعطيو رايهم دونك احنا نخرجوا سي فري ما نجموش نكونوا محايدين برشا من الاول باش هكا ما تعجبنيش الحكايه برشا اللي باش نخلي عبد اخر وباش توجعنا هكا اللي فيدباك شويه لكن ما نكونوش عاطفيين ونخليو العباد تعطي رايها باش احنا نصلحوا ونكبروا باليدين تاعنا اي ميرسي. Oui, tout à fait, tout à fait. We don't have to be in love with our ideas. D'ailleurs, le gars là, Bruce Hillman, ce qu'il a fait, il a dit quand il est parti le programme d'accélération de 3 mois, il a dit je suis parti avec toute mon équipe et on était prêt à tout remettre en question pendant ce programme. Le fait, c'était de garantir le scale de la start-up. Donc, ils ont dit voilà, on va tout voir et on est ouvert à toutes les possibilités. Il n'y a pas de tabou. Imaginez qu'ils avaient une offre diversifiée. Ça ne sert à rien d'ouvrir. Il faut vraiment se concentrer sur 2 choses. Je peux vous dire que ça, pour un entrepreneur qui débute, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, ce qu'on dit, c'est choisir, c'est renoncer. Quand tu choisis d'aller vers quelque chose, tu vas renoncer à tout le reste. Et donc ça, il faut vraiment avoir du courage pour le faire. Donc, tout à fait. Il ne faut pas se dire oui, mais moi, j'ai la meilleure idée et voilà, je peux pas la remettre en question. Il y a toujours moyen de remettre en question. Et d'ailleurs, après, on va voir quel est le mindset justement des personnes qui réussissent dans le business design pour avoir des idées sur comment changer notre comportement, comment changer notre façon d'être pour aborder ou le nouveau mindset pour nous aider à mieux évoluer. Voilà, donc plus de questions, je peux enchaîner sur le reste? Oui, vas-y, Imen. D'accord. Alors, dans le business, généralement, j'ai dit qu'on a des problèmes et généralement, on voit que dans notre environnement, il y a une liste de problèmes et on va trouver une solution qui va résoudre tous ces problèmes-là. Ça a bien marché à un moment, mais aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Donc, le design thinking ou le business design thinking, en fait, il va être travaillé d'une autre manière. Il va d'abord commencer par une phase de understand, c'est-à-dire qu'il va comprendre, observer qu'est-ce qui se passe, faire des interviews, aller observer les gens dans leur terrain, etc. Et une fois
qu'il est allé dans cette phase d'observation, il va sortir une liste de problèmes, mais vraiment de problèmes réels, des pain points qu'il a pu sonder ou récupérer vraiment de la vie des gens, de quelque chose de réel. C'est pas les problèmes ici dans le business thinking, it's assumption. On suppose que les gens ont un problème de je ne sais pas quoi. Mais dans le design thinking, quand on statue sur un problème, on est sûr que c'est le vrai problème. Et en fait, quand on statue sur le problème, vous vous rappelez dans la phase de focus, voilà, on va se concentrer sur ça, et ben on va générer plusieurs idées de solutions. Il n'y a pas une seule solution. Et d'ailleurs, ça nous permet d'être plus open-minded en termes de solutions et de se dire, voilà, on a différents problèmes, mais on a aussi différentes solutions. Et on va les prototyper, tester pour voir un peu ce que ça donne. Donc, en fait, c'est vraiment un mindset qui est plus ouvert et qui est plus dans la compréhension et dans l'empathie avec les utilisateurs et qui n'est pas rigide. Tu ne dis pas, voilà, ça c'est le problème, ça c'est la solution. Non. Il y a plusieurs problèmes et il y a plusieurs possibilités de solutions. Et en fait, on est agile et on est dans l'itération, on avance, on recule, on valide, etc. Et c'est un mindset qui est plus agile, on va dire, comme ça. Donc, on est plus agile, on est plus souple. Vous voyez, donc ça apporte beaucoup de souplesse et beaucoup d'agilité. En gros, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais en gros, c'est ça. Vous savez, toute cette partie de MES, c'est la phase de définition et de la problématique. On est là, il y a trop d'informations, il y a trop de choses, mais on y va. On va essayer de comprendre, etc. Donc, c'est le problem and need finding. On va essayer de trouver quels sont les besoins, quels sont les problèmes. On va générer des idées. Par la suite, il y aura une phase où on va passer les idées sur différents critères qui sont le customer desirability, c'est-à-dire que dans quelle mesure les utilisateurs vont avoir envie d'utiliser cette solution. Le business, c'est la viabilité. Est-ce que de quoi ai-je besoin pour faire fonctionner ça? Est-ce que ce business va me ramener de l'argent? Et aussi, donc, la faisabilité par rapport aux produits et services. Est-ce que cette idée est faisable techniquement? Donc, après, on va donc avancer, analyser les idées et sélectionner quelle est la meilleure idée. Et après, on va aller dans le concept ou dans la création. Et là, on va vraiment repasser la nouvelle idée ou le concept sur les mêmes critères, désirabilité, viabilité et faisabilité. Et pour passer par la suite à l'implémentation, et la dernière étape, c'est le scale, en fait. C'est le business scale, comment on va grandir avec ce business. Donc, vous savez, dans la partie du haut, il y a plusieurs mindsets. Il y a le lean. Le lean, c'est tout ce qui est lié à l'efficacité. Faire les choses de la manière la plus efficace possible. Lean en anglais, c'est-à-dire fin. Et en fait, on va juste affiner à fond et ne pas gaspiller les ressources. Le design thinking va apporter tout ce qui est ouverture d'esprit, tout ce qui est recherche d'informations, prototypage, test, et ce mindset qui est agile. Et en plus, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi un mindset, c'est un état d'esprit, donc il y a vraiment ce mindset d'entrepreneuriat qui va être là pour accompagner, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable qui a de la persévérance, qui est en fait dans l'action, etc. Donc, vous voyez, dans le business design thinking, on passe par des étapes. Et à chaque étape, les 3 cercles, à chaque fin d'étape, on fait passer les idées sur ces 3 cercles parce que le business, il se base sur ces 3 critères. Customer, business, product and service.
désirabilité, viabilité et faisabilité. Donc, il faut à chaque fois s'assurer que ces critères-là sont réunis pour pouvoir avancer à l'étape suivante. Donc, ici, moi j'appelle ça la technique des 3 cercles, des 3 chapeaux. Et je vous recommande vivement de l'utiliser parce que c'est en 3 critères, tu peux faire le tour de ton idée et tu peux savoir si cette idée tient la route. Et en fait, c'est l'intersection de ces 3 critères qui crée l'innovation. Donc, si votre idée, elle est désirable par les utilisateurs, si elle est faisable d'un point de vue technique et si elle est viable d'un point de vue business, eh ben, soyez sûr que c'est une idée innovante et qui tient la route. Donc voilà, tout le process de business design thinking se base sur tout le processus de design thinking, empathize, define, ideate, prototype, test. Et le passage d'une phase à une autre se fait par ces 3 critères de choix. Et donc, en fait, dans ça, c'est un process qui contient beaucoup d'outils et beaucoup de guidelines qui nous permettent de se dire qu'on est sur la bonne voie. Et ce qui est aussi cool dans le design thinking, c'est que même si tu n'es pas sur la bonne voie, tu découvres que ton idée ne tient pas la route, ben, tu ne déprimes pas et tu ne don't broke up, comme vous avez dit tout à l'heure. Tu retournes en arrière, tu vois qu'est-ce que tu as loupé dans la phase précédente, tu corriges et tu avances. Et là, tu auras des meilleures idées et des choses qui tiennent la route et qui te permettront d'avancer. Voilà globalement de quoi est constitué le process de business design thinking. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de business design, elle est utilisée par les plus grands dans l'industrie, dans le monde de services. Donc, quand on parle de Coca-Cola, de McDonald's, de Apple, Airbnb, Facebook, c'est des entreprises qui utilisent le business design. Et en fait, des recherches ont été faites dans ce sens-là pour essayer de comprendre, mais quelles sont les attitudes ou les comportements que ces entreprises ont pour pouvoir réussir cette manière de faire le business en utilisant le design thinking. Là, ils ont découvert ces entreprises ont 5 trucs en commun, 5 attitudes en commun. La première chose, c'est tout simplement la curiosité. En tant qu'entrepreneur, en tant que start-upper, en tant que business designer, l'une des premières choses qu'il faut développer, c'est sa curiosité. Il faut vraiment être curieux, se dire pourquoi les choses se passent comme ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est quelque chose de primordial pour développer son esprit de design. Toujours poser des questions, être curieux. N'est-ce pas, Ashraf? Barcha surtout. Oui. Beaucoup de curiosité. La deuxième chose, c'est expérimenter tôt et souvent. Parce que, en fait, nous, ce qui nous arrive assez souvent, c'est qu'on se dit, voilà, comme a dit une personne parmi le public, elle a dit, oui, j'ai la meilleure idée, je suis amoureux de mon idée, voilà, plus personne ne me parle. Mais en fait, ici, il s'agit d'expérimenter très tôt et souvent. C'est-à-dire que si mon expérience ne marche pas, eh ben, je vais faire une autre. Si ça ne tient pas la route, eh ben, je vais réessayer à nouveau, ajuster et essayer. Et descendre très rapidement sur le terrain pour faire des expériences. C'est exactement comme, regardez par exemple le cas de Airbnb, de Facebook, etc. Ils sont toujours dans l'expérimentation. Ils font toujours des choses nouvelles qu'ils mettent très rapidement et qu'ils expérimentent toujours.
déjà, une fois par semaine, quand tu ouvres Facebook, il te propose de, voilà, on a changé ça, il y a ça, etc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ben, ils ont un mindset qui leur permet d'expérimenter vite et souvent. La troisième chose, c'est de collaborer. Parce que travailler seul, oui, ça peut être intéressant, mais ça peut mener nulle part, en fait. Et collaborer au-delà des silos, au-delà de la spécialité. C'est-à-dire que dans les plus grandes entreprises, il y a des équipes qui sont pluridisciplinaires. Il y a des gens qui sont du domaine du business, des gens qui sont du design, des gens qui sont des ingénieurs ou des professionnels de l'industrie. Et en fait, ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble. Et c'est cette collaboration qui permet de s'ouvrir déjà sur les autres. Moi, en tant que manager, quand je travaille avec des designers ou des ingénieurs en informatique, etc., ça me permet de m'ouvrir comme pas possible et de me dire, ah tiens, ça se passe comme ça, ah ça c'est super, etc. Et ça crée vraiment une intelligence collective qui permet justement d'aller plus vite que de travailler tout seul ou que de travailler uniquement avec des gens de la même spécialité. Par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le service, qui créent des collaborations avec l'industrie et inversement. Et donc, en fait, c'est cette collaboration qui fait… la collaboration n'est pas uniquement dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Et c'est cette collaboration qui crée des choses magnifiques. Regardez, par exemple, moi, Ashraf, Amy, on collabore pour créer ce programme et ça crée quelque chose qui est riche. Dans les jours à venir, vous allez rencontrer des gens qui sont dans le domaine juridique, par exemple, qui vont vous parler de loi. Vous allez rencontrer des gens qui viennent du domaine de la finance, etc. Et tout ça, ça fait un écosystème. Et cette collaboration fait qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, dans ce public de 20 ou 50 ou 100 personnes qui vont participer dans ce programme, il va y avoir des personnes qui vont concrétiser leurs idées. Vous voyez, et c'est cette collaboration qui est magnifique et qui permet en 7 jours d'avoir des résultats. OK ? La quatrième chose qui réunit ces gens qui travaillent avec cette approche de business design, c'est aussi de diffuser des idées comme des virus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, c'est pas plus mal que de faire de la quantité. Et il faut parler de son idée à beaucoup de personnes. Et plus tu en parles à d'autres personnes, plus les autres personnes vont porter ton idée et ils vont en parler à d'autres personnes et ça se répand. Donc, il faut faire ça. Aujourd'hui, rester tout seul avec son idée, ça sert absolument à rien. Donc, vraiment, le fait de pouvoir partager son idée, ses idées, avec un plus grand nombre de personnes, ça c'est quelque chose qui est juste efficace. Par exemple, prenez le cas de IKEA, par exemple, qui tous les ans fait je ne sais pas combien de produits nouveaux. Et ils en font plein de produits nouveaux, tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a que les nouvelles idées qui marchent. Et en fait, IKEA, 30% de son chiffre d'affaires vient des nouveaux produits. Et en fait, eux, ils ont trouvé un moyen de faire des nouveaux produits très vite et avec peu de moyens et peu de coûts. Donc, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir toujours de nouvelles idées, de nouvelles créations qui incitent les gens à acheter ou à changer leurs meubles, etc. etc. Donc, en fait, cette diffusion d'idées nouvelles, c'est vraiment c'est contagieux, en fait. Ça devient comme un virus, sans vous faire une figure là-dessus, parce qu'on est plein dedans.
Et après, en fait, il faut aller vraiment vers du gros. Go big and go fast for the win. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire oui, mais moi, j'ai une petite équipe, je ne peux pas, il faut que je réfléchisse encore. Non, allez-y, go big and go fast for the win. Sinon, il y en aura d'autres qui vont trouver la même idée ou quelque chose qui s'en rapproche et qui vont aller plus vite et qui vont gagner le terrain et le marché, etc. Donc, vraiment, là, c'est une question d'agilité et de rapidité qui fait que aujourd'hui, c'est comme ça dans le business design. C'est vraiment ces 5 attitudes qui nous permettent de rester toujours à l'affût de l'innovation, à l'affût des nouvelles idées, et aussi capable de grandir. Et moi, en fait, je n'aime pas beaucoup parler de ces grands, de ces géants, de grandes entreprises comme Airbnb ou Apple ou autres. En fait, on a aussi des startups tunisiennes qui vont très vite et qui visent trop gros, comme par exemple Nova Robotics, comme par exemple Intigo, etc., qui croient en leurs idées et qui les diffusent très rapidement et qui vont vraiment très vite et trop gros pour gagner. Donc, mais en fait, il y a 5 choses à faire. Hein. C'est pas trop compliqué pour devenir comme les plus grands. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre vos questions par rapport aux choses que je vous ai présentées. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Donc, je vous invite, nos chers participants, si vous avez des questions, de les partager sur notre chat. Sinon, vous pouvez lever la main et prendre la parole, vous le posez directement à notre invité Imen. Et voilà, et donc il y a Gadius qui veut poser une question, donc voilà. Oui. Gadius? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez parlé de la collaboration, troisièmement. Oui. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir comment pouvoir choisir son équipe pour effectuer l'idée ou bien réaliser ses idées, passer de l'idée à la réalisation de ses idées. L'équipe, on doit la choisir la plus diversifiée possible. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans le domaine, par exemple, de l'informatique, il ne faut pas hésiter en fait, à trouver quelqu'un qui est designer, quelqu'un qui vient du monde du business, quelqu'un qui peut-être travaille dans un autre domaine carrément, par exemple dans la vente directe ou qui est commercial ou autre. Et en fait, cette pluridisciplinarité et ces différents points de vue font que on est vraiment des différents points de vue, comme j'ai dit, et une richesse d'idées. Donc vraiment ne pas hésiter et ne pas mettre de censure et dire ah non, ça c'est un commercial, il a fait des études en commerce, il n'a rien à faire dans ma start-up qui est axée sur beaucoup de technologies. Et donc, pourquoi pas? Il se peut très bien qu'un commercial peut apporter un regard qui est orienté vers le business, qui est orienté vers le chiffre, qui est orienté vers le client et qui aide beaucoup dans le développement technologique de notre produit ou de nos services. Je veux rajouter un truc, Oui. Imen, juste pour les collaborateurs. J'aimerais bien, par exemple, avoir des collaborateurs qui sont vraiment engagés, qui believe in our idea, c'est-à-dire ils
ils croient dans l'idée en elle-même et ils ont la patience et le souffle pour résister. Car on sait bien que la plupart des startups ou des nouvelles idées, ils n'ont pas assez de financement. Et c'est ça le problème de toutes les startups réellement en Tunisie. Donc, il faut avoir des gens avec nous qui nous supportent et qui ont vraiment de la patience pour surmonter et avancer, pour atteindre un minimum de stabilité dans la société ou dans notre boîte. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est aussi choisir aussi son équipe. Hein. Il faut pas, on va pas uniquement dans la diversité, juste pour aller dans la diversité, mais vraiment se concentrer sur des profils qui peuvent vraiment être source d'idées, de collaboration, qui ont vraiment, qui sont curieux. Et qui sont dans l'action et qui nous invitent à aller vers l'avant, quoi. Et aussi, il faut être indulgent avec soi-même et avec son équipe, mais c'est pas grave de faire des erreurs aussi. Mais l'idée, c'est aussi d'apprendre de ces erreurs. Amine, il y a d'autres questions? Oui. Je sais pas. Un autre point, en attendant la prochaine question, c'est aussi la notion de collaboration, même au-delà de l'équipe de l'entreprise. C'est d'essayer de collaborer avec d'autres entreprises, avec d'autres startups, créer des choses en commun. Et du coup, ça peut aussi nous aider à aller de l'avant. Exactement comme aujourd'hui, si on est ici, c'est pour justement créer cette communauté de start-upers. Et c'est cette communauté qui est aussi source d'enrichissement et de valeur ajoutée pour nous. En fait. Oui, et aussi on peut chercher un bon mentor pour donner des conseils. Comment? On peut avoir un bon mentor. Oui, aussi. Ouais. Il y a une autre question, Imen, c'est chez Dimrad. Donc, pour la 4e attitude, je ne comprends pas bien, car si je dis mon idée, comment ça pourrait m'aider? Voilà. Alors, si ça, c'est vraiment un frein qu'on se met tous, hein, tous les entrepreneurs. Et moi-même, hein, en premier, j'étais aussi dans cette posture-là de dire non, mais moi, mon idée, il ne faut pas que j'en parle à d'autres personnes. Mais en fait, une idée, c'est vraiment, il faut en parler. Parce que, de un, ça nous permet à nous de la visualiser, parce que quelque chose que tu as dans la tête, si tu ne le dis pas, bah, tu ne peux pas le voir. Donc, les paroles permettent d'avoir un certain visuel de notre idée. C'est en fait le storytelling ou le pitch ou des choses comme ça sont comme des prototypes. Donc, le storytelling de notre idée, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est même un outil qui va nous permettre de valider notre idée. Et plus notre storytelling et notre façon de parler de notre idée va être bien, plus les gens vont être convaincus et vont nous supporter dans notre idée. Et donc, vous connaissez beaucoup de personnes qui font beaucoup de pitch dans les compétitions, etc. Et c'est en fait, les bailleurs de fonds ou les business angels, etc., adhèrent à leurs idées. Mais ils n'ont rien vu, ils ont juste entendu le pitch ou le storytelling de l'idée. Et en fait, parler de son idée est un outil très fort pour pouvoir soit convaincre les clients ou convaincre les investisseurs pour se rejoindre à nous et nous aider pour réaliser notre idée. Ouais, donc, parler de son idée, c'est
c'est l'un des outils les plus forts pour pouvoir lui donner vie. Et donc, si on laisse notre idée dans notre PC ou dans notre cahier ou dans notre tête, bah, personne n'en entendra parler et personne n'aura envie de l'acheter ou de la tester ou de l'utiliser, quoi. Donc, plus tôt on en parle, et le mieux, et le plus on augmente nos chances pour que cette idée prenne vie et voit le jour. J'ai un commentaire de Emna Arfewi. Elle a dit Oui. que les artistes entrepreneurs peuvent avoir des difficultés avec les feedbacks quand l'idée est encore naissante. Il faut accélérer la phase où on se détache de l'idée. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler votre storytelling de l'idée. De vraiment apprendre à raconter votre idée de manière à ce que ça soit bien perçu par les autres personnes. Donc, c'est vrai que si on n'en parle pas bien, ça peut tuer l'idée. Mais si on en parle bien, ça ne peut que donner plus de chance. D'accord. Donc, Amine, il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Juste, Oui. c'est que on va avoir le troisième webinaire, c'est How to pitch your idea. Donc, ce sera pour le troisième webinaire. Voilà. Par rapport au point précédent, Zeda, c'est mon avis, c'est que si il y a une personne qui fait mon idée mieux que moi, eh ben, c'est qu'il le mérite. Donc, il y a pas, il y a pas méchant à aller jouer à ma yarkish l'idée de Théo. Donc, Tout à si fait. on est le meilleur à le faire, donc il n'y a aucune raison à ne pas. Voilà. Donc, on passe à la question de Sané Tweed. Donc, is it important to have a mentor along the way? Ah, ça, c'est un luxe, en fait. C'est un luxe d'avoir un mentor. Oui. Oui. Mais il faut avoir le bon aussi. Mais en fait, au fur et à mesure, on comprendra. En fait, plus on avance, plus on prendra connaissance de nos réels besoins. Il y a des époques où on aurait besoin d'un mentor qui sera juste là. C'est comme un confident. On va lui dire, voilà, je fais ceci, cela. Parce que c'est important de verbaliser notre process, où est-ce qu'on en est, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, on aura besoin de réels mentors qui va être là, qui va nous pousser, qui va nous dire, voilà, il faut que tu voilà, focalise-toi sur ça, regarde plutôt par ici, etc., etc. Donc, mais avoir quelqu'un à nos côtés, c'est vraiment c'est un luxe. C'est super. Regardez, par exemple, pour le mec là, de la start-up dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'il a fait, il s'est inscrit au programme d'accélération. Et en fait, il n'a pas eu un seul mentor, il a eu une équipe pluridisciplinaire pour l'aider justement à assurer le growth de sa start-up. C'est-à-dire qu'il l'a fait, je pense, 3 ans après le lancement de sa start-up, après le MVP, etc. Donc, il s'est dit, voilà, la prochaine étape, c'est le scale. Et il s'est donné la chance d'être dans un programme d'accélération de start-up pour aller plus vite, justement. D'accord. Amine, tu as d'autres questions? Oui, posez des questions. Donc, Zeda, voilà, par rapport au quatrième webinaire et avoir des représentants d'accélérateurs et d'incubateurs, donc pour parler des services qu'ils offrent, des avantages qu'ils ont, donc ce sera ça. Donc, il y a Rayhana Msadar qui pose une question. Donc, elle a dit « Bonjour, merci pour vos conseils. Comment le fait de générer plusieurs idées peut-il aider les dirigeants des startups? Et est-ce que ceci ne distrait pas les dirigeants? » Oui, très bonne question. Générer plusieurs idées, c'est comme, en fait, la génération d'idées, c'est comme du sport. Plus on en fait,
plus on devient performant là-dedans. C'est-à-dire que on peut vraiment devenir très rapide dans la génération d'idées. Et quand on parle d'idées, c'est pas vraiment l'idée du projet ou l'idée, mais c'est en fait des idées d'amélioration, des idées d'affinage, des idées d'aller sur ce marché et pas sur celui-là, une idée. C'est-à-dire que c'est être vraiment dans la créativité. Et ça aide, oui, ça aide beaucoup les dirigeants parce que c'est dans ta tête, notre tête, c'est comme un récipient en fait. Donc, plus on entasse des choses, plus le récipient devient plein et les choses ont du mal à bouger. Donc, en fait, plus tu génères des idées et que ces idées sortent, plus il y a de l'espace et ça crée de la place pour d'autres choses. Et d'autres choses sortent, etc. Donc, en fait, c'est bien parce que ça ne te laisse pas figer sur un seul truc. Donc, ça vraiment, ça t'aère l'esprit et ça te met dans une démarche de créativité et de productivité. Voilà, j'ai une idée, je la mets en place, je la teste, ça ne marche pas, très bien, ok, ça laisse la place à une autre qui va émerger, etc. etc. Ça ne distrait pas l'entrepreneur parce que si on est dans ce mindset-là, en fait, on a une idée, on va l'expérimenter très rapidement et on va aller vers l'expérimentation très souvent. On va juste être là dans l'action. C'est-à-dire que le fait d'avoir une idée, c'est pas juste de la mettre comme ça dans un coin de sa tête. Non, avoir une idée, l'expérimenter très vite et souvent, collaborer, faire un prototype et voir, ça marche pas. Si ça marche pas, et on avance. C'est-à-dire qu'on n'est pas distrait, au contraire, on est dans l'action. Et avec ce mindset de design, on est dans l'itération. Même si on s'est trompé, on va faire de l'itération pour apprendre de nos erreurs et améliorer par la suite. Donc, et en fait, le design thinking, ou le design en général, c'est plus de l'action que de la réflexion. On est plus dans l'action. Et donc, ça nous rend au contraire plus actifs et plus créatifs. D'accord. Donc, j'ai encore une autre question de Ekram Radouin. Comment convaincre Oui, c'est Rayhana qui a posé la question. Là, elle a levé la main. Est-ce que ça répond à ta question, Rayhana? Oui, bonsoir. Ça répond très bien à ma question. Je ne sais pas si vous m'entendiez bien. Oui, je vous entends. Parfait. Ça répond bien à ma question, mais sauf que j'ai posé cette question spécifiquement parce que j'en ai eu des idées, et j'en ai eu beaucoup. Et des fois, ça peut être bénéfique, mais des fois, ça peut vraiment distraire. Parce que l'exemple que vous aviez posé de Ikea, c'est un exemple très, très enrichissant puisque à chaque fois qu'ils lancent des meubles ou de nouveaux articles, on est tout le temps intéressé à aller les voir, à aller les essayer, parfois changer nos décorations. Mais c'est parce qu'on fait vraiment confiance à Ikea et que Ikea, elle prend sa place. Par contre, si on est une start-up et qu'on vient de se lancer en Tunisie, par exemple, et qu'on essaye de faire connaître notre produit et que l'investissement aussi n'est pas évident, je pense que ce n'est pas aussi facile de générer une nouvelle idée, de l'implémenter et d'avoir un retour positif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un peu pénible de transmettre une idée après l'autre dans notre situation de start-up toute nouvelle. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ok. Je comprends tout à fait ta réticence par rapport à ça, mais moi, je vais te poser une question. À ton avis, par rapport aux autres fabricants de meubles, qu'est-ce qui fait que Ikea puisse fabriquer beaucoup plus de nouveaux produits que les autres fabricants?
Je pense, hein, d'après moi, moi je suis une cliente comme qui adore Ikea et qui regarde son site comme une fois ou 2 fois par semaine. Et je pense qu'Ikea, elle a sa cible. Et de un, elle a une cible qui est des personnes qui veulent acheter quelque chose de pratique, à bon prix, de bonne qualité et rapide à mettre en place. Avec ça, oui. Oui, tu as dit les mots rapide et Rapide et efficace. et coût. Ah, le coût, oui. Elle a un bon rapport qualité-prix. En fait, Ikea, contrairement à tous les autres marchands, fabricants de meubles, elle a trouvé un moyen de faire de nouveaux produits rapidement et à faible coût. Oui. Et donc, c'est ce qui fait que ce modèle réussit. Et si nous, on s'inspire, parce que aussi dans le design thinking, dans toute cette phase d'observation, on va aussi observer les gens qui réussissent et s'inspirer de ça. S'inspirer de ce modèle qui se base sur 2 trucs, rapide et pas cher. Donc, si on a une idée, il faut trouver un moyen de la faire rapidement et avec le minimum de coûts. Donc ça, ce sont 2 points très importants dans les idées. C'est-à-dire que oui, des fois, on a des idées extraordinaires. Et on se dit, si on les fait passer à ce critère de faisabilité, on se rend compte qu'il nous faut beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour ça. Donc, en fait, technique, sur un point de vue business, c'est pas viable, ça. Qu'une idée prenne trop de temps ou qu'elle soit trop coûteuse. Donc, si on fait passer notre idée sur ce critère-là de viabilité et on se dit que finalement, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'argent, on se dit non, il faut absolument trouver une autre idée qui soit réalisable plus vite et avec moindre coût. Et ça, c'est l'état d'esprit Lean, c'est-à-dire que c'est l'efficacité. En fait, parce que si on est une start-up et que notre idée va mettre beaucoup de temps à être mise en place et qu'elle va aussi nécessiter beaucoup d'argent, honnêtement, ça devient un handicap. C'est un long parcours, oui, exactement. Donc, voilà. Je pense que même quand vous aviez dit, l'idée principale d'IKEA, c'est que ça soit rapide et un bon coût. Donc ça, c'est une idée. Ça, c'est comme le secret derrière. Mais après, les articles qu'elle est en train de mettre en place ou qu'ils sont en train de mettre en place, c'est des toutes petites idées qui se génèrent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que premièrement, il faut vraiment faire un focus sur l'idée principale, prendre du temps, se concentrer à mettre en place une idée de A à Z et par la suite générer ces petites idées et ne pas directement se lancer dans un moteur de génération et comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Si on prend Ikea, par exemple, l'idée de Ikea, c'est pas de devenir un fournisseur d'accès Internet, par exemple. Il reste toujours le marchand de meubles, mais avec des petites idées comme ça. C'est-à-dire que pour le cas de la start-up dont on a parlé tout à l'heure, ils n'ont pas changé leur business, c'est-à-dire le corps de leur business. Ils sont toujours dans le healthcare et c'est toujours une application, mais ils ont eu de nouvelles idées autour de cette application, de son utilisation, de l'expérience utilisateur, de la stratégie, etc. Donc, oui, une idée de base, choisir notre cœur de métier, sur quoi on veut travailler, etc. Ça, c'est primordial, déjà. Donc, ça, c'est la chose sur laquelle on doit passer le plus de temps. Une fois on a ça, on peut ajouter plusieurs idées autour de ce cœur de métier. Très bien. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. D'accord. Donc, juste pour terminer avec Ikram Radouane, comment convaincre les entreprises et leurs responsables réticents quant à l'adoption de cette approche et son mindset, surtout que c'est une approche qui suppose des itérations, des échecs éventuels
avant d'arriver au prototype gagnant. معناها تخاف انه لو طون اللي هي تعمل فك السيكل نتاع لي زيتيراسيون نتاعها لي زاتر ما نعرفش كونكورون ولا حد يبقى معناها اراشي ليدي قبله ولا جو سي با. Ok. Moi, je ne suis pas une adepte de la conviction. En fait, je trouve que passer du temps à convaincre des gens, c'est fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Moi, je suis de ces gens qui, au lieu de tirer des gens, en fait, lâchent. Mais lâchent d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on montre l'exemple. On fait un proof of concept. On montre aux gens que ça marche, tout simplement, sans faire d'efforts. Adopter, parce que en fait, cette notion de design thinking, de business design, c'est une mentalité, c'est un mindset. C'est vraiment, donc dans l'approche, on a d'abord les outils. Après, on a les comportements. Après, on a le mindset. C'est-à-dire qu'il faut il y a toujours des steps pour arriver à avoir ce mindset. Comment demander à des gens qui ne connaissent pas les outils, qui ne connaissent pas la démarche, d'adopter le mindset? C'est vraiment fournir beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des outils. Je montre que ça fonctionne avec des preuves. Et par la suite, les gens arrivent. C'est exactement quand tu pitches un truc. Quand tu pitches un truc, tu dis pas, voilà, moi, mon produit, il est extraordinaire, achetez-le, s'il vous plaît, achetez, c'est très... Et le gars, il te dit non, et toi, tu lui dis non, mais pourquoi? Achetez-le, il est bien, regardez comme il est beau, etc. Ça demande beaucoup d'énergie. Alors que quand tu pitches ton truc, tu dis, voilà, moi, j'ai un cahier qui est ceci, cela, et parce que, etc., les gens, quand tu fais un bon pitch, les gens vont automatiquement te dire, oui, je veux ce truc. Et tu n'as pas besoin de leur dire, vous voulez ce truc? Tu n'as pas besoin. Parce que tu as fait un bon storytelling et un bon pitch. C'est pareil. C'est pareil dans l'entreprise, c'est pareil en fait. On a de nouvelles idées, il faut être capable de bien les pitcher pour que les gens vous disent « Ah oui, ça, je veux apprendre à faire ça. Oui, je suis d'accord, je viens avec toi dans ton projet. Oui, j'adopte, etc. » Vous voyez? Donc, c'est vraiment une démarche à l'inverse. Exactement comme le business design. Au lieu de se focaliser sur les problèmes et trouver une solution, eh ben, il faut juste observer et ouvrir les possibilités et chercher plusieurs solutions au lieu d'une seule et être dans l'itération. Et c'est beaucoup plus light et plus